Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, avec les chroniques du hérisson, nous nous rendons aux rencontres des cinémas d'Europe à Aubenas, où j'ai l'honneur de pouvoir rencontrer le réalisateur de documentaires animaliers, Jean-Michel Bertrand. Bonjour Jean-Michel Bertrand. Bonjour. Alors, une émission un petit peu spéciale, parce qu'elle sera découpée en deux parties, en deux émissions en fait. Donc celle-ci, cette émission-là, et la prochaine, en janvier, le mois prochain, qui seront réalisées toutes les deux à partir de l'entretien que nous avons aujourd'hui, Jean-Michel Bertrand, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire, et on a surtout beaucoup de choses à vous demander. Donc vous êtes venu aux Rencontres des cinémas d'Europe pour présenter votre film « Vivre avec les loups », qui est le troisième volet d'une trilogie consacrée aux loups en France. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, cet animal ? Là, c'est vaste, on est parti pour 2 heures. Non, c'est vrai que en fait, ce qui m'intéresse chez cet animal, c'est tous les axes par lesquels on peut le prendre et tout ce qu'il évoque. C'est-à-dire que déjà, au niveau biologique, c'est un animal tout à fait passionnant parce que c'est un animal complexe, sociable, intelligent. Enfin voilà, on a toutes les races de chiens qui existent aujourd'hui sur Terre, même le plus petit Yorkshire ou le plus petit caniche, descend directement du loup. Ça date de 15 ou 20 000 ans. Donc il y a quand même un lien avec ces canidés qui est quand même réel, on va dire, le meilleur ami de l'homme, le chien qui descend des loups. Et puis donc il y a tout ce côté, cette espèce de connexion du loup à l'époque du néolithique, avant que ces animaux ne soient apprivoisés, qui avançait en parallèle avec les humains, les chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire quand les humains avaient tué un animal, les loups passaient derrière pour manger les restes. Quand les loups avaient tué un animal, les humains passaient derrière pour manger les restes. Et moi aujourd'hui, quand je suis en montagne, que je suis dans mes bivouacs et tout ça, et que je tombe sur une proie prédatée par les loups, un chevreuil, un cerf, un chamois, et qui a des restes, j'ai qu'une envie, c'est de mettre un petit coup de couteau dans... Des fois, il y a des beaux morceaux de viande qui restent, et de me le faire griller et de le manger, donc on le sent, quoi. Ça, c'est le gag, mais c'est quand même des choses que j'ai ressenties. Donc il y a toute cette biologie, la vie de famille, la sociabilité. Alors on a beaucoup exagéré là-dessus avec les histoires des mâles alpha, des oméga, tous les noms possibles et imaginables. En fait, les loups, c'est la meute, comme on l'appelle, c'est une famille. Tout bêtement, c'est-à-dire un couple reproducteur. Voilà. À partir du moment où il y a un couple reproducteur, il y a ce qu'on appelle la meute. Et puis ils font des petits, et certains petits restent, d'autres partent. Il y a tout un phénomène de dispersion qui est hyper intéressant et qui permet aux loups de ne pas être trop nombreux sur les territoires. Donc voilà, il y a vraiment au niveau biologique des millions de choses à raconter et des millions de questionnements. C'est-à-dire qu'au plus on s'intéresse, enfin moi, au plus je m'intéresse aux loups, au plus je me questionne. Je pense que j'avais l'impression de connaître plus de choses au début que maintenant. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous perdre, quoi, dans la sophistication de leur fonctionnement. Donc ça, c'est un côté déjà passionnant, moi, qui me passionne, et c'est pour ça que je fais beaucoup de terrain, et que je passe ma vie à essayer de mieux les connaître et de les comprendre. Et puis après, il y a le côté loup politique. C'est-à-dire la perception des humains, les fantasmes, aussi bien en adoration excessive qu'en haine excessive, l'instrumentalisation de l'animal, tout l'inconscient collectif avec justement nos croyances ancestrales à propos de cet animal qui sont complètement à côté de la plaque, le loup mangeur d'hommes et tout ça, non, c'est un animal qui est pas agressif envers l'humain, sauf quand il est enragé, mais les chiens aussi et les renards aussi dans ces cas-là. Sans parler du loup 2.0, le loup des réseaux sociaux, qui est un délire total, rempli de haine, d'invectives, de spécialistes autoproclamés. Enfin, ça en est atterrant. Et en fait, quand on s'intéresse au loup, pour faire court, on découvre les humains. Donc voilà, la question est hyper vaste, et c'est pour ça, je crois que j'arrive à expliquer pourquoi une vie ne suffira pas à s'intéresser à cet animal, quoi.
Alors j'ai l'impression que dans votre réponse, il y a en substance le processus qui a été le vôtre pour cette suite de 3 films. D'abord un film sur les loups un peu général, où vous allez à leur rencontre, à leur recherche. Puis un deuxième qui explique plus leur organisation sociale, familiale, enfin, ce qui fait que les meutes se dispersent par exemple. Et puis ce troisième film qui est presque plus tourné vers les humains que vers le loup, ou en tout cas vers les liens, vers les relations qu'ont les humains avec les loups. C'était logique d'arriver à ça, d'en arriver là après avoir étudié les loups comme vous l'avez fait? Ben, c'était pas réfléchi au départ, parce qu'au départ, on voulait vraiment faire un film. La Vallée des Loups, c'était un film, voilà. Ouais. C'était une quête. Moi, j'avais envie de raconter mon chemin, pour essayer d'apercevoir cet animal furtif, très difficile à filmer, à observer, etc. Donc, il y avait un film au départ. Et puis, moi, j'aime bien accompagner mes films dans les... je le fais pas toujours, mais j'aime bien aller dans les salles de cinéma et discuter avec le public. Et à l'issue de ces discussions, je voyais bien qu'il y avait des tas de questionnements, quoi. C'est-à-dire que, mais les loups, est-ce qu'ils vont pulluler, est-ce qu'il va pas y en avoir trop sur les territoires, comment ça marche et tout ça. Donc là, je me suis dit, il faudrait quand même questionner la territorialité des loups entre eux, et puis la territorialité des loups parallèlement à celle des humains, qui empiètent sur le territoire de l'autre, parler de la dispersion. Et c'est comme ça que j'ai fait le deuxième film, Marche avec les loups, qui était une réponse à des questionnements, et ça m'a paru évident. Et puis à l'issue de ce film-là, que j'ai aussi beaucoup accompagné, il y avait d'autres questionnements qui étaient encore de plus en plus, qui se resserraient de plus en plus dans l'entonnoir. La coexistence. Un jour, j'ai un éleveur avec qui ça avait été un peu rock'n'roll. Enfin, on avait discuté, c'était quand même un peu musclé, mais c'était bien. Et à la fin, j'ai argumenté, lui, il me faisait part de ses questionnements, de ses problèmes. Il me dit, vous devriez faire un film qui s'appelle Vivre avec les loups, voilà. Comment on fait et tout. Et je me suis dit, mais c'est évident, je veux dire, je peux pas avoir fait ces 2 premiers films sans boucler la trilogie. Donc, une chose qui n'était pas du tout prévue au départ est arrivée petit à petit comme une évidence. Et ce film, c'est le bouclage et c'est la fin de cette trilogie. Alors je pourrais faire moi des films toute ma vie sur les loups parce que c'est ma vie. Moi, hier, je relevais des caméras automatiques. Demain, je rentre dans les Hautes-Alpes chez moi, mais aussitôt que je vais avoir une minute, je vais aller dormir dehors ou je vais aller relever des caméras automatiques, trouver des indices, etc., voir comment ça se passe. Donc, c'est ma vie. Mais au niveau cinéma, je pense que les 3 films se tiennent. Ils racontent quelque chose, quoi. Voilà, ils se complètent. Ouais, et quand on voit les 3, on a l'impression que justement dans les 2 premiers, vous avez essayé de casser un mythe du loup comme une bête noire, une bête diabolique. Il y a par exemple un chant contre chant qui est magnifique, où vous êtes dans votre affût, vous observez un loup qui vous observe en retour. Enfin, c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment cette notion que le loup est une très belle bête, un très bel animal. On a l'impression que dans ce 3e film, vous essayez cette fois de plutôt casser l'autre côté du loup. C'est-à-dire que c'est pas un animal Disney non plus, c'est quand même un fauve, c'est quand même un animal qui fait des dégâts chez les bergers, c'est un fait. Il y a des images assez crues dans le film, on voit aussi des témoignages de chasseurs, d'éleveurs qui ont beaucoup de problèmes avec le loup. Est-ce que vous aviez cette volonté de montrer aussi que c'est quand même un animal, tout n'est pas entre guillemets tout rose non plus avec le loup? En fait, je l'ai toujours ressenti comme ça, mais vu que j'étais sur un axe d'observer finalement l'animal dans sa biologie, on va dire, ou dans son univers, et puis qu'il est tellement compliqué à voir, que c'est tellement émouvant de le voir à chaque fois, parce que c'est un coup de poing dans l'estomac, dans la mesure où, je le répète, l'animal est furtif, et quand on y court après, surtout avec une caméra, où on est obligé d'être posé avec un trépied, etc., en fait, il faut prévoir les endroits où les loups vont vous passer devant, quoi. Donc il y a toujours cette forte émotion, mais j'avais jamais idéalisé le loup. Comme d'ailleurs, j'avais fait un premier film qui était de ce genre, qui s'appelait Vertige d'une rencontre, et qui était un film sur l'aigle royal, qui était vraiment un film pour moi c'était un film expérimental, on peut le dire,
où au lieu d'aller courir après l'aigle et de faire des superbes images d'aigle comme on voit dans tous les films animaliers, j'avais envie de raconter le chemin justement pour essayer de voir cet aigle et de me mettre en scène, de montrer l'arrière du décor en même temps que le film en lui-même, quoi. Voilà, c'était expérimental là-dedans. Mais j'ai jamais idéalisé l'aigle, évidemment, je l'ai juste observé d'une façon, j'étais fasciné parce que l'oiseau est fascinant. Et le loup, je le percevais de la même façon. Il est fascinant, il est compliqué, mais il n'y avait pas, on va dire, de côté bisounours. Mais je pense que ça pouvait peut-être justement être mal interprété parce qu'on soulevait pas ce côté justement prédation, problème avec les humains, etc. Et là, j'ai vraiment eu envie d'aller vers là, alors non pas pour descendre le loup d'un piédestal, parce que le loup, c'est un prédateur opportuniste, intelligent, voilà. Ça, c'est un fait. Et puis, il y a évidemment, il y a des problèmes avec les humains parce que, il y a ces problèmes de prédation sur des troupeaux d'ovins, de bovins aussi, de veaux, de génisses. Et c'est pas simple. Et du coup, voilà, j'ai abordé ce sujet-là comme un prolongement, on va dire, normal. Mais en même temps, dans ce film-là, Vivre avec les loups, il y a vraiment... Le film est partagé en deux parties qui se mélangent d'ailleurs constamment. C'est pour ça qu'il a été compliqué à construire et pour qu'il soit fluide et qu'il raconte vraiment quelque chose. Il y a une partie immersion où je continue à suivre les loups et à essayer de comprendre les interactions entre les différentes meutes sur le territoire, sur chez moi, dans les Hautes-Alpes, sur des territoires qui sont totalement occupés par les loups. Et en même temps, il y a tout ce côté humain, de rencontres humaines, qui était évidemment indispensable parce que le loup vient s'inviter chez les humains. Les loups, ils viennent prédater sur les troupeaux, ils viennent mettre le bordel, ils ont changé complètement les modes de gardiennage, on va dire, d'ovins, etc. Surtout et maintenant de bovins, parce qu'il avait disparu pendant 80 ans, 60 ans, 80 ans selon les régions. Et ils s'invitent dans notre société. Et j'ai dit là, il va falloir commencer. Alors on entend évidemment au travers de ça beaucoup de choses très violentes, très dures. On sent qu'il y a une forme d'instrumentalisation, qu'il y a un jeu politique. Et moi j'ai eu envie d'aller voir des gens qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire des gens qui ont affaire aux loups, qui sont soit des chasseurs, soit des éleveurs, soit des bergers, mais qui ne sont pas dans des dogmes. Sont des gens qui se questionnent, c'est-à-dire que dans ce film je donne aucune réponse, j'ai pas envie, j'ai envie justement de montrer la complexité de la nature au travers justement des interactions des loups entre eux et la complexité humaine, c'est-à-dire comment on fait pour coexister avec un animal qui vient nous mettre le bazar, est-ce qu'on le refuse ? Est-ce qu'on se dit que c'est comme une fatalité, un peu comme le mauvais temps, un peu comme les maladies, et qu'il faut essayer de faire au mieux, de composer au mieux, et en tout cas de désamorcer cette espèce de truc hyper tendu qu'on entend partout, je veux dire même au niveau des chasseurs par exemple. On entend au niveau des instances nationales et de certaines fédérations de chasse des trucs complètement anxiogènes. Le loup va tout bouffer, les mouflons vont disparaître, ou ils ont déjà disparu, il restera plus rien, et puis quand ils auront tout bouffé, ce sera vos gamins. On est dans des trucs complètement médiévaux, moyenâgeux, archaïques, je le dis clairement. Mais vous avez des chasseurs passionnés de chasse, qui voient le truc complètement différemment. C'est-à-dire qu'ils voient le loup comme un prédateur qui fait son job de prédateur et qui se disent, évidemment que le loup ne détruit pas tout. Ils le savent parce qu'ils ont la tête sur les épaules. Je veux dire, même un enfant de maternelle est capable de comprendre que si les prédateurs bouffaient toute leur proie, ils auraient plus rien à bouffer au final et qu'ils disparaîtraient. Voilà, bien avant l'arrivée des humains, évidemment, il y avait des grands prédateurs, même immenses, beaucoup plus gros que des loups. Et il y a toujours eu un équilibre entre les prédateurs et leurs proies. Et même en Afrique, on le voit, avec les lions, avec les guépards, les panthères, les trucs, les machins. Et donc ces chasseurs, ils se disent, voilà, effectivement, les loups, ils ont un garde-manger qui est là, disponible. Et c'est d'ailleurs pour ça que les loups sont là, parce que les ongulés sauvages sont revenus en masse. Et donc, il va falloir partager un petit peu, quoi. C'est-à-dire que nous, sur nos plans de chasse et sur ce qu'on doit tirer, on sait qu'il y a une meute de loups dans le secteur qui prédate un certain nombre de chamois, chevreuils, sangliers ou autres. On va adapter ça, puis c'est tout. Et puis c'est vraiment pas stressant, quoi. Et ces gens-là, quand vous les entendez parler, vous vous dites, mais finalement c'est cool. Alors là, c'est du loisir. Après, on a les éleveurs.
Alors, les éleveurs, c'est pas la même chose parce que c'est quand même leur gagne-pain, il y a l'attachement aux bêtes, etc. Mais c'est pareil. Vous avez chez les éleveurs des gens qui sont dans une posture mais de victimisation extrême et puis qui relaient vraiment un truc qui est vraiment assez dur parce que ça fait mal quoi de les entendre dans cette souffrance, on va dire. Et puis vous avez des éleveurs ou des bergers qui se disent bon ben voilà, les loups sont là. C'est comme l'orage, c'est comme le piétin, c'est comme les asticots, c'est comme les maladies, c'est comme les accidents. Ben, il faut essayer de faire au mieux, mais de faire avec et on se calme. Et en fait, il y en a plein de gens comme ça. Alors ces gens-là, ils idéalisent pas le loup. Ils disent pas que le loup, c'est un super animal et tout. Ces gens-là, tous, ils vous diront, ben, s'il n'y avait pas de loup, ça irait mieux pour nous. Ça serait plus cool. Mais c'est aussi une bonne nouvelle au niveau de l'équilibre des milieux. Que ce prédateur soit revenu. Nous, quand on va en alpage du mois de juin au mois d'octobre, ben, pendant 4-5 mois, ben, on s'invite un peu sur le territoire des animaux sauvages. Donc, faut arriver aussi à partager tout ça. Et du coup, ça n'enlève en rien l'impact du prédateur sur les troupeaux qui pose problème. Mais on voit qu'il y a tout de suite un truc qui est pris avec beaucoup plus de philosophie, beaucoup plus de calme. Et ça fait du bien. Et après, c'est pour moi, en tout cas, si des solutions émergent, et il en émerge un peu, il en émergera de plus en plus, elles viendront de ces gens-là, parce qu'ils tentent des tas de trucs. Donc il n'y a pas de réponse. Mais c'est des gens qui réfléchissent, qui ont la tête sur les épaules, et qui sont pas là, en tout cas, pour eux, le fait de détruire les loups, ça leur revient même pas à l'idée. C'est juste ça. Mais voilà, donc je trouve que cette complexité est passionnante. On est vraiment au-delà du débat pour le loup ou contre le loup. Il y a vraiment... en fait, il est là, on va devoir faire avec. Merci Jean-Michel Bertrand. On va finir cette émission là-dessus, mais on se retrouve le mois prochain, en fait, où vous continuerez donc à nous parler du loup et à nous parler de votre film aussi qui sort le 24 janvier. Donc, à dans un mois, merci à vous. On souhaite bien sûr en passant un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci à toutes et à tous et à dans un mois.